Bonjour à tout le monde, je suis Alexandre Michy, cardiologue au centre hospitalier de Montluçon. Euh, j'ai le plaisir de modérer cette session d'interview Cardio-H qui est la revue de notre collège CNCH et donc de débuter les interviews qu'on appelle Made in France avec le professeur Ariel Cohen et donc de discuter aujourd'hui de l'étude FASTAC. Je dois mentionner que cette série d'interviews sera retranscrite sur notre revue Cardio-H et la série d'interviews est dédiée aux études françaises qui sont publiées dans les grands journaux internationaux. J'ai l'honneur aujourd'hui d'avoir comme invité le professeur Ariel Cohen, le past président de la Société française de cardiologie, qui est aussi co-auteur de l'essai Fast Track, qui a été publié en JACC il y a quelques semaines. Bonjour professeur Cohen, merci Bonjour, d'avoir accepté notre bonjour, invitation. Pourriez- bonjour, avec plaisir Alexandre, avec grand plaisir. On vous remercie. Pourriez-vous, professeur Cohen, nous faire une petite présentation de cette étude et de ses conclusions? Avec plaisir, cet article a donc été publié la semaine dernière. C'est un long travail qui a été donc mené dans le service avec l'aide d'autres centres hospitaliers. C'est un travail que Laurie Soula-Dufour a coordonné avec l'aide de Sylvie Lang. Et je voudrais, mes chers amis, partir d'une question clinique d'abord pour vous dire pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à faire ce travail. Vous observez comme moi tous les jours en clinique et en échocardiographie en particulier des patients qui présentent des régurgitations atrioventriculaires dans un contexte de fibrillation atriale. Alors assez naturellement, vous avez en tête qu'il peut y avoir un lien entre les deux. Alors cette observation-là, plus l'observation que les patients en fibrillation atriale sont exposés à un risque à la fois d'insuffisance cardiaque et d'accident thromboembolique artériel. Ça nous a conduit donc à faire cette étude FAST-DRAC. Maintenant, on a inclus un peu moins de 400 patients. Et dans cette première étude avec les résultats publiés dans le JACC, nous avons donc finalement démontré quelque chose qui est intuitivement évident pour tout le monde, c'est-à-dire que corriger une régurgitation, bien sûr c'est chirurgical, mais corriger une fibrillation atriale, c'est donc du domaine du cardiologue clinicien et ou rythmologue, et on peut espérer donc un certain nombre de conséquences bénéfiques. Un, le remodelage cardiaque avec la réduction des dimensions cavitaires et donc des anneaux atrioventriculaires. Deux, on peut espérer également une amélioration de la fonction cardiaque et donc la prévention, en particulier du risque d'insuffisance cardiaque. C'est l'objet de l'étude FAST-DRAC. Dans ce travail que nous avons donc publié, qui porte sur une partie de l'effectif, 117 patients, nous avons donc d'abord observé les critères d'inclusion qui sont importants. Un tiers des patients étaient venus pour une insuffisance cardiaque en FA et à peu près 70% des patients avaient une FA persistante. Nous avons exclu les FA permanentes et donc le tiers restant, c'était des FA paroxystiques. Nous avons donc réalisé des échographies sériées à l'admission, à 6 mois et à 12 mois. Et à 12 mois, nous avons défini 3 groupes. Un groupe qui restait en fibrillation atriale, un groupe dont la restauration de rythme sinusal avait été obtenue soit par une cardioversion, soit par une ablation, et un groupe ayant une FA de réduction spontanée. Donc 3 groupes pour lesquels, avec l'apport de l'échographie tridimensionnelle, nous avons regardé le devenir de la géométrie cardiaque, c'est-à-dire des 4 cavités cardiaques. Et nous avons observé à 6 mois, comme à 12 mois d'ailleurs, une réduction des dimensions cavitaires. Dans le graphique qui est dans l'article, vous voyez que si l'on compare les 3 groupes que je viens de mentionner, groupe qui reste en fibrillation atriale, groupe en rythme sinusal de façon active et groupe ayant une réduction spontanée, seul le groupe ayant une réduction active par cardioversion ou ablation a une réduction de tous les volumes cardiaques, sauf les volumes télédiastoliques VD et VG, j'en parlerai tout à l'heure.
Donc, il y a un remodelage avec une réduction des cavités cardiaques, en tout cas en télésystole, c'est avéré, et en télédiastole, dans quasiment tous les cas, sauf VD-VG. Deuxièmement, il y a une amélioration de la fonction atriale et de la fonction ventriculaire gauche dans le groupe ayant une restauration agressive du rythme sinusal, donc le fameux groupe ayant un rythme sinusal obtenu de façon particulièrement agressive par ablation ou par cardioversion. On observe une amélioration de tous les paramètres, aussi bien auriculaire gauche, droit, que ventriculaire gauche et ventriculaire droit. En revanche, dans le groupe qui reste en FA, il n'y a pas d'amélioration de la fonction cardiaque. Dans le groupe qui est en rythme sinusal avec restauration spontanée de ce rythme, il n'y a pas de modification de la géométrie cardiaque, pas de modification non plus de la fonction cardiaque. Je vous en parlerai tout à l'heure dans les points forts et les points faibles. Enfin, dans le groupe qui reste en FA, il y a donc un certain degré de remodelage délétère en quelque sorte, puisque les cavités cardiaques ont tendance à se dilater. Vous le savez intuitivement ou comme morphologiste que chez les patients en FA, il y a donc une augmentation de la taille de l'oreillette gauche et droite et au cours du temps, une augmentation de la taille des ventricules. Donc, assez naturellement, cette étude avec une approche 3D extrêmement rigoureuse sous la direction de Laurie Soula-Dufour, avec une relecture centralisée grâce à une station dédiée, indépendamment donc de toutes les machines qui auraient pu être différentes utilisées, ce qui n'a pas été le cas là, démontre de façon très élégante qu'il y a donc un remodelage favorable après une restauration d'un rythme sinusal à 12 mois. Et puis, dernière constatation, et ensuite on pourra discuter avec Alexandru de ces résultats pour les mettre en lumière ou en perspective. Dernier résultat, c'est ce que je vous ai dit en préambule. Vous observez en routine qu'un patient en FA, avec ou non une insuffisance cardiaque, a une régurgitation atrioventriculaire, soit préexistante, qui a été majorée, soit qui est apparue de façon contemporaine à l'apparition de cette arythmie atriale. Eh bien, dans ce travail, nous démontrons, en mesurant donc la vena contracta, un des meilleurs paramètres de quantification des régurgitations, que dans le groupe, avec une restauration entre guillemets active du rythme sinusal, il y a une réduction du volume de la fuite mitrale et du volume de la fuite tricuspide. Ceci n'est pas observé dans le groupe qui reste en fibrillation atriale, et ceci est observé pour la fuite tricuspide aussi dans le groupe avec une réduction spontanée. Et donc, en une phrase, Alexandru, on peut dire que on a redémontré ce qui était intuitivement attendu, c'est que le retour pérenne à 12 mois du rythme sinusal chez ces patients-là, quel que soit le mode de présentation, aboutit 1 à une diminution de la taille des oreillettes, 2 à une diminution de la taille des ventricules, 3 à une amélioration de la fonction atrioventriculaire, 4 au volume de la régurgitation atrioventriculaire. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Je vous remercie, professeur Cohen. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les points faibles, parce qu'il y a des points faibles dans toutes les études, et également les points forts de cette étude? Merci Alexandru. Alors les points faibles, ils ont d'ailleurs été largement mis en avant, si vous avez eu la patience de lire cet article jusqu'au bout, et le remarquable éditorial de Tom Marwick, qui est un des maîtres de la spécialité échographique, tout ce qui concerne en particulier le remodelage cardiaque et la déformation myocardique. Je vous en dirai un petit mot dans les perspectives, car je sais qu'Alexandru a préparé une question là-dessus. Il y a donc un premier point faible qui est la taille des effectifs. Donc, nous avons à peu près 40 patients par groupe, ce qui est faible. Mais heureusement, la technique est extrêmement fiable avec une excellente reproductibilité inter- et intra-observateur. Donc, les résultats sont stables. Il y a un problème, mes chers amis, lié à la cadence image. Vous êtes échographiste comme moi, et comme Laurie, et comme tous les investigateurs. Et vous savez que lorsque un patient est en fibrillation atriale à 150 battements par minute, différencier la télédiastole de la télésystole relève de la gageure.
alors nous avons été extrêmement rigoureux et nous avons respecté des intervalles de temps en fonction des électrocardiogrammes pour définir en fonction donc des accidents électrocardiographiques ce que l'on pouvait considérer comme étant la télésystole et la télédiastole. Mais clairement, la fiabilité, quelle que soit la technique d'observation, ne peut pas être là. Donc, évidemment, le groupe FA souffre de cette tare congénitale qui est que lorsque la cadence ventriculaire est élevée, on perd une partie de la résolution spatiale et d'ailleurs aussi temporelle. Voilà les deux gros points faibles, je dirais. Et puis, bien sûr, ce que vous attendez tous comme un point faible intermédiaire, ce serait, alors, qu'en est-il des événements? Est-ce que les patients récidivent plus, la FA? Est-ce que le fait d'avoir diminué la taille de l'oreillette permet de réduire le taux de récurrence? Alors, il faudra que vous soyez patient. Nous reviendrons vous voir, en particulier au cours de ces réunions cardio-H, avec mes amis du CNCH que je salue, pour vous en parler. Alors, il y a des points forts, Alexandre Hu, quand même. C'est donc la première étude, comme on a tendance à le dire trop souvent, qui, à partir d'une technique irréprochable de référence, qui est la technique échographique 3D, permet donc d'étayer cette notion qui est que le remodelage cardiaque ne peut pas être apprécié avec des paramètres imparfaits comme le 2D ou le mode M. Donc, c'est un point fort. Le point fort aussi, c'est la robustesse des résultats parce que, comme vous l'imaginez, d'ailleurs, si vous regardez dans l'article, dans la table 2, l'analyse multivariée montre que le seul prédicteur, donc justement en multivarié du remodelage, c'est le retour pérenne en rythme sinusal après une intervention active, c'est-à-dire cardioversion et ou donc ablation. Vous avez compris, d'ailleurs, vous le verrez dans l'article, mais je ne vais pas vous ennuyer avec ça, qu'on vous a fait une figure 1 à laquelle on a beaucoup réfléchi avec Laurie et tous les auteurs, qui est bien de vous expliquer que les patients n'ont pas été randomisés pour être traités par ablation. Donc, vous imaginez bien que vous auriez bien aimé que je vous fasse un tableau en vous disant voici le groupe ablaté, voici le groupe qui n'a pas été ablaté. Non, je ne peux pas vous le faire parce qu'un certain nombre de patients cardiovertés ont été ablatés, un certain nombre de patients en FA paroxystique ont été ablatés mais n'ont pas eu de cardioversion, et un certain nombre de patients en fibrillation atriale ont eu un échec de la cardioversion. Donc, dans ce travail, ça n'est pas possible. Et un dernier point pour vous donner un peu envie de nous suivre pour ce travail, nous avons bien sûr, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais je voudrais bien partager aussi cela avec vous, nous avons bien sûr regardé également les paramètres de déformation, de strain. Alors vous le verrez, c'est un papier qu'on vient de soumettre. Je n'ose pas vous dire grand chose là-dessus, mais quand même, comme j'ai beaucoup d'affection pour vous, je voudrais vous dire un mot. Souvenez-vous du groupe cardioversion spontanée, vous savez, la réduction spontanée. Le groupe donc d'une trentaine de patients, groupe pour lequel nous avions du mal à montrer la présence d'un remodelage. Eh bien, en fait, c'est un groupe de patients très particulier. Il y a beaucoup moins d'insuffisance cardiaque, ils sont beaucoup plus jeunes, ils ont beaucoup moins de dilatation cavitaire. Vous les connaissez, c'est vos patients de consultation qui ont fait un épisode, quoi. Hein, on ne va pas non plus se raconter d'histoire. Eh bien, figurez-vous que même quand l'oreillette est morphologiquement normale, le strain est anormal. Donc, ça veut dire qu'un patient qui a une géométrie cardiaque normale est prédisposé à faire un événement rythmique atrial qui est lié à l'anomalie de la fonction atriale intime, qui est la fonction de déformation. Voilà, je ne vous en dis pas plus, il faut que vous attendiez le reviewing du papier que l'on va soumettre. On attendra avec beaucoup d'intérêt, professeur Cohen. Et pour finir, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les futures pistes à privilégier dans ce domaine? Et à la fin, juste passer un message clé important de l'étude. Alors écoute Alexandre, pour être franc avec toi, je reviens encore une fois à mon préambule. Ce sont les patients que toi et moi et que tous nos collègues voient. Ils arrivent en fibrillation atriale avec ces fuites atrioventriculaires. Et vous vous souvenez qu'il y a maintenant plus de 15 ans, on discutait de la stratégie contrôle du rythme versus contrôle de la fréquence cardiaque et on donnait des arguments divers et variés pour finalement dire que c'était au cas par cas. Alors j'ai envie de dire que parmi les arguments qui permettent de militer pour
un retour en rythme sinusal, donc une stratégie contre le rythme, eh bien, il y a la correction des fuites atrioventriculaires. On a souvent des patients qui ont des grades 4, ou même des grades 3 forts, qui passent en grade 2, voire en grade 1, après une réduction pérenne et un rythme sinusal qui se maintient. Et donc, peut-être que vous allez, comme nous, réfléchir, pas seulement chez les patients insuffisants cardiaques, un tiers de notre effectif, mais chez les patients qui ont des régurgitations sans insuffisance cardiaque et pour lesquels vous posez la question, faut-il ou non les cardioverter ou en tout cas les ramener en rythme sinusal? La réponse est, si la fuite est significative, ça vaut la peine, car vous allez prévenir un certain nombre de décompensations. Alors, la perspective à plus long terme, eh bien, c'est de faire, c'est ce qu'on fait en ce moment, un mariage entre des données morphologiques 3D et des données de déformation, avec cette idée que, bien sûr, quand la dilatation atriale est déjà là, en quelque sorte, on arrive un peu tard pour espérer donc un retour spontané en rythme sinusal. Mais si on arrive à détecter de façon très précoce des altérations de la déformation alors que le massif atrial n'est pas dilaté, peut-être qu'on va vous proposer dans quelques mois ou quelques années d'être un peu plus agressif avec vos patients en FA quand il y a des anomalies de la déformation. Et puis la technique et la technologie va évoluer. Nous y travaillons modestement avec nos partenaires et avec les collègues qui ont travaillé avec nous dans cette étude, nos collègues de la Pitié en particulier, mais pas seulement, du CCL et d'autres centres. Nous pensons que nous pouvons aider également les constructeurs à améliorer les algorithmes de détection des contours cavitaires dans des situations extrêmes, en particulier lorsque les cadences sont élevées. Et puis on aimerait, je finis là-dessus, c'est promis, on aimerait que nos amis constructeurs développent des outils dédiés pour chaque cavité. Alors vous savez que certains constructeurs le font pour le volume. Nous, ce qu'on voudrait, c'est ne pas extrapoler finalement un logiciel qui a été développé pour le ventricule gauche en l'appliquant au ventricule droit. Et on ne voudrait pas appliquer un contourage atrial gauche de la même façon qu'un contourage atrial droit. Donc, en résumé, ce qu'on aimerait, c'est avoir des outils dédiés pour les cavités cardiaques. Nous y travaillons modestement. On vous remercie, professeur Cohen, pour cette magnifique présentation. Félicitations encore une fois pour cet essai qui est vraiment magnifique et j'imagine que c'était extrêmement difficile de faire les mesures. Déjà, c'est pas facile quand le patient est en rythme sinusal, mais en plus, un 3D pour un patient en fibrillation auriculaire et si on ajoute le strain aussi, voilà, j'imagine que c'est 10 fois plus compliqué. On souhaiterait vous remercier pour votre temps et on vous attend au prochain interview avec les résultats de l'étude que vous avez soumis au JAC. On vous remercie encore une fois pour votre temps. Merci infiniment, Alexandre. Et je salue tous mes amis du CNCH et en particulier mon ami Franck et mon ami Walid. À bientôt, les amis. Bonne journée, au revoir. Bonne journée.